Alors, donc le thème de ce soir, c'est l'élève et le stress des évaluations. Parce que très souvent, ça arrive régulièrement que des élèves se pointent en classe, arrivent plus à rien faire du tout, alors qu'à la maison, bah, tout se passe bien, en tout cas pas trop mal, et puis l'élève perd ses moyens en allant en classe. Alors, on va regarder un peu ce que c'est que le stress ce soir, et puis on va essayer de trouver des pistes pour faire en sorte d'éviter ça. Alors, je partage mon écran, le temps d'arriver à le faire. On va y arriver. Voilà. Ok, vous voyez bien mon écran? Hop, si je commençais par la première, ce serait bien. Voilà. Alors, qui suis-je? Je suis donc Patrick Courtois, je suis un facilitant Davis depuis une bonne douzaine d'années maintenant. Je suis aussi formateur Davis et puis présentateur du cycle Pourquoi Tyrannosaure mais pas si. Alors, c'est un drôle de nom sur lequel on va revenir plus tard. On va expliquer ce que ça veut dire que ce cycle. Et c'est un cycle qui va permettre d'aider les parents qui ont des enfants en difficulté scolaire. Alors, quelques avertissements avant d'aller plus loin. Bon, il y a de très nombreux facteurs qui jouent sur le stress. Et donc, je ne suis pas médecin. Je vous propose ici des facteurs qui sont comment dire, les plus courants, ok, et certainement pas les facteurs qui nécessitent une prise en charge par des spécialistes, des thérapeutes, des médecins, etc. Ok. Donc, il y a certaines sources de stress que l'on va pouvoir éliminer avec les informations que vous aurez ce soir. Il y en a d'autres, eh bien, il faudra compléter les informations avec d'autres spécialistes. Euh, alors, qu'est-ce que le stress? Le stress, à la base, c'est une réaction instinctive et personnelle à une situation d'urgence. Personnelle parce que tout le monde n'a pas la même façon de réagir au stress. Je prends par exemple deux enfants, vous avez peut-être déjà vu ça, deux enfants qui sont à la plage et puis qui se font rouler dans les rouleaux. Il y en a un qui se relève en disant ah maman ça va pas, il y a un problème. Et puis l'autre qui se relève en disant ouais c'est super chouette, j'y retourne. Ces deux enfants ont subi en quelque sorte la même situation. Il y en a un pour qui ça a été un stress négatif et l'autre pour qui ça a été un plaisir et il a envie d'y retourner. Donc on a chacun notre façon de réagir au stress. Instinctif parce que imaginez la situation suivante. Imaginez qu'il y ait derrière vous un crocodile qui aurait bien envie de faire son dîner. Est-ce que vous allez réfléchir en disant, tiens, c'est un crocodile, j'ai l'impression que c'est une bête qui est féroce, j'ai vu un reportage il n'y a pas longtemps sur Arte, il me semble que je ferais mieux de prendre mes jambes à mon cou et de partir. Je crois que c'est évident pour tout le monde que c'est pas comme ça que ça se passe, et heureusement, parce que sinon, on aurait des gros problèmes. Euh, alors, ce qui se passe dans le stress, donc ça c'est une réaction de stress face à une urgence, à un danger. En fait, on a dans le cerveau un mécanisme qui coupe notre cerveau, la partie du cerveau qui réfléchit, pour avoir une réaction instinctive et donc extrêmement rapide. Les réactions qu'on peut avoir face au stress, en gros, il y en a trois. Il y a la réaction de fuite, comme ce qui est illustré ici. Donc, je fuis, je m'échappe du danger le plus vite possible. Il y a la réaction de combattre. Et il y a une autre réaction qui est un petit peu moins connue, qui est la réaction de se figer, c'est la stupéfaction. J'ai un doute sur le mot, mais c'est quand on se fige, certains animaux le font pour éviter le danger. Okay. Nous, humains, on a plutôt tendance à soit à fuir, soit à combattre. Donc, c'est cette situation-là qui est bloquante, qui peut être gênante. Parce que l'enfant qui va en classe, l'enfant qui est face à une évaluation, par exemple, il n'est pas vraiment en danger de mort. Il n'y a pas
il ne va pas se faire manger par un crocodile. C'est une situation, euh, comment dire, qu'il s'imagine dans sa tête, mais ce n'est pas une situation réelle. Par contre, il peut le vivre, lui, comme étant une situation réelle et étant une situation de danger. Euh, alors, dans les années 20, donc il y a une centaine d'années, il y a un étudiant en médecine, un chercheur qui est devenu chercheur en médecine à l'Université de Montréal, qui s'appelle Hans Selye, je ne suis pas totalement sûr de la prononciation de son nom, qui a étudié le stress lors de ses études. Et il a décortiqué les fonctions du stress, il en a extrait quatre grands facteurs de stress. Premier facteur de stress, le contrôle. Quand on n'a pas le contrôle de quelque chose, ça peut être stressant. L'exemple typique, on est dans les bouchons, on est en retard, il y a un rendez-vous qui arrive, et puis on ne peut rien faire, quoi. On n'a pas le contrôle de la situation. Donc, situation de stress, c'est ce qui est arrivé à mon stagiaire de cette semaine. Quasiment tous les matins, il était pris dans les bouchons, et du coup, il est arrivé super stressé à tous les coups. OK. Deuxième facteur de stress, l'imprévisibilité. Par exemple, on a besoin d'emmener ses enfants à la crèche ou à l'école, et puis il y a des grèves, mais on ne sait pas si aujourd'hui il va y avoir une grève ou si ça va bien se passer, on ne sait pas si les trains vont marcher, etc. Donc on se retrouve dans une situation où on ne peut pas prévoir l'avenir. Et ça, on a horreur de ça. Troisième facteur de stress, la nouveauté. On est tous plus ou moins sensibles à la nouveauté et au stress que ça peut engendrer. Et globalement, on a une certaine tendance à essayer d'éviter la nouveauté, ou en tout cas pour certains, ou alors de rechercher justement, parce que la nouveauté permet de faire un facteur de stress positif. Il y en a qui recherchent le stress positif aussi, hein. Et enfin, l'ego menacé, eh ben, on a l'impression que notre vie, notre ego, n'est pas reconnu, nos compétences ne sont pas reconnues et ça peut poser un stress aussi. Celui-là, on va le voir tout de suite parce que c'est à la fois le plus facile à comprendre dans les situations scolaires et peut-être pas forcément le plus facile à répondre. Un enfant qui rate son évaluation, bah vous savez tous que de temps en temps, il peut y avoir des copains qui disent ah, il a encore foiré son évaluation, c'est un nul, patati, c'est toujours le même qui. Enfin, bref. La vision qu'ont les copains de soi-même, ça peut être extrêmement fort comme menace pour la personne. Alors heureusement, il y a de plus en plus d'établissements scolaires et de groupes divers et variés, de groupes de parents et autres, qui sont sensibles à ça. Et j'avais vu une fois dans une école Montessori, c'était vraiment remarquable parce que quand il y avait des problèmes quelque part, comme il arrive normalement dans tout groupe d'humains, et ben les enfants se regroupaient et pour discuter. Ah oui, tiens, moi j'ai vu ça, puis moi j'ai ressenti ça, et puis moi je pense que, etc. Et du coup, ça permettait de faire redescendre la tension. Euh, alors, par rapport aux évaluations, l'ego menacé, le mieux, c'est encore de réussir son évaluation, et c'est ce qu'on va voir juste par la suite. Le deuxième facteur de stress que l'on va voir, c'est le contrôle. Alors, qu'est-ce qu'on peut contrôler dans une évaluation? Bon, visiblement, on ne peut pas contrôler le contenu de l'évaluation. Ça fait partie de ce que donne l'enseignant, et l'élève, de toute façon, il est obligé de faire ce qu'on lui donne. Par contre, on peut contrôler d'autres choses, comme le temps. Un des élèves que je suis en maths en ce moment, en cours de maths de soutien, la dernière fois que je l'ai vu, il avait eu une très mauvaise note à une évaluation en maths qui concernait la résolution d'équations. Alors que on en avait fait plein chez lui, ça marchait très bien. Et puis à l'école, au collège, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu des plus qui se sont transformés en moins, des 3 qui se sont transformés en 6, enfin tout un tas de trucs d'erreurs
qu'il n'avait jamais fait à la maison. Alors, je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a eu à ce moment-là pendant que tu faisais l'évaluation? Ben, il m'a dit qu'il était en train de faire de calculer l'équation sur un papier de brouillon parce qu'il n'était pas complètement sûr de pouvoir le faire directement. Et puis à un moment donné, le prof a dit une phrase qui l'a angoissé, c'était il vous reste 5 minutes. Et alors là, il est parti en panique. 5 minutes, donc il faut que je fasse super vite. Et il a recopié à toute vitesse tout ce qu'il a pu. Et évidemment, en recopiant à toute vitesse, ça marche pas très bien. Donc, la gestion du temps, quand on fait beaucoup d'activités, mais en particulier un devoir sur table, une évaluation, bah, il faut arriver à savoir que si on a 1 heure, par exemple, et 4 exercices, bah, il faut à peu près un quart d'heure par exercice, à peu de choses près. Ça veut dire aussi qu'il faut maîtriser une notion qui n'est pas directement la notion du temps, mais qui est la notion du temps qui passe. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Parce qu'il y a des enfants qui savent lire l'heure, bon, il y en a qui ne savent pas lire l'heure, ça c'est encore, on va encore plus loin, mais il y a des enfants qui arrivent à lire l'heure, d'autant plus qu'avec les horloges numériques, bon, s'ils connaissent les chiffres, en général, ils arrivent à lire l'heure, mais ça ne veut pas dire qu'ils connaissent le temps. Ils peuvent très bien savoir dire, voilà, il est 10h15 actuellement, mais pas savoir dire que ça fait une demi-heure qu'ils sont en train de faire telle ou telle activité. Donc, il y a la notion du temps qui passe, la notion de la perception du temps qui peut être importante et sur laquelle on peut donner du contrôle à l'élève. Il y a aussi autre chose que l'on peut contrôler, c'est l'état physique et physiologique de l'élève. Il peut contrôler son état avec des outils qui sont très simples, des outils Davis, que l'on va voir tout de suite. La gestion du temps, eh bien, quand on fait un stage Davis, certains stages en tout cas, donc en particulier des enfants qui ont des problèmes de comportement ou des enfants qui ont des difficultés en maths, parce que le temps et les maths, ou la dyscalculie en tout cas, sont relativement liés. Souvent, on est amené à faire la maîtrise du temps, donc faire maîtriser à l'enfant ce que c'est que le temps. Alors, pas seulement pour lire l'heure, okay, mais aussi pour comprendre ce que c'est que le temps et expérimenter le temps qui passe. Donc ça, c'est une chose que l'on peut faire, maîtrise du temps. J'ai donné ici un exemple de ce que l'on peut faire en pâte à modeler. C'est un exemple un peu restreint. On peut aller beaucoup plus loin dans le temps. C'est une première approche. On peut aussi, toujours avec des outils Davis, les 3 outils de Davis qui sont l'orientation, le compteur d'énergie et le relâchement, qui sont des outils mentaux qui sont simples à mettre en place, qui demandent de la pratique, mais qui sont simples à mettre en place. On peut donner à l'élève la possibilité de contrôler son état physique et physiologique. Donc, c'est des outils qui sont très simples, avec lesquels on peut déjà arriver à contrôler, même si on ne contrôle pas le contenu voilà, du devoir, de l'évaluation, mais en tout cas, on peut contrôler la manière d'aborder cette évaluation. Alors, les autres fonctions, les autres facteurs d'imprévisibilité et de nouveauté, pour ce qui concerne les évaluations, ils sont un petit peu liés. Ils sont liés au fait que pour qu'il n'y ait pas d'imprévu, pour qu'il n'y ait pas d'imprévu et qu'il n'y ait pas de nouveauté, ben, on a besoin simplement de maîtriser le cours. Pourquoi? Parce que les évaluations sont faites par les enseignants qui ont fait le cours et donc ils ne vont pas donner aux élèves des sujets sur lesquels le cours n'a pas eu lieu. Donc il ne devrait pas y avoir d'imprévu, il ne devrait pas y avoir de nouveauté. Pourquoi il y en a? Eh ben, enfin, vu de l'élève, pourquoi il y en a vu de l'élève? Parce que l'élève a essayé d'apprendre, n'a pas réussi, a essayé de relire ses leçons, ses pas rentrés, etc. C'est un problème que chez Davis, on connaît bien, qu'on appelle la maîtrise. La maîtrise, c'est quoi? C'est quand on maîtrise quelque chose, ça devient une partie intégrante de soi-même. Ça devient comme on est nous. Je prends un exemple très simple. Ça fait peut-être longtemps que vous n'avez pas fait du vélo, c'est possible, mais si vous avez déjà fait du vélo, si étant jeune, vous avez appris à faire du vélo, même si ça fait 10 ans, ou 15 ans ou 20 ans que vous n'êtes pas monté sur un vélo, il y a toutes les chances que
en quelques secondes, en montant sur un vélo, vous retrouviez les gestes qui sont nécessaires pour faire du vélo. Et voilà, parce que simplement c'est un geste que vous avez maîtrisé et qui fait partie de vous-même. Alors, la question devient, comment maîtriser? Okay. On se rend compte qu'il y a, ça c'est des notions qui commencent à être, comment dire, du domaine public en quelque sorte, et que Davis a pas mal mis en avant. C'est le fait qu'il y a deux sortes de pensée. On peut penser en mots, donc c'est le blabla, comme si on se parlait à soi-même. On peut penser en images. Donc en images, c'est-à-dire en représentation de la réalité, c'est-à-dire en expérience, en son, en images visuelles, etc. Tout ce qui n'est pas des mots, qui n'est pas du verbal. Il y a une petite expérience qui a été faite sur à peu près un peu plus d'un millier de personnes. Certains fortement dyslexiques, vraiment marqués comme étant dyslexiques, et d'autres, donc ceux de droite, comme étant marqués non dyslexiques. Et à ces personnes, on leur a demandé, quand elles font une image 3D dans leur tête, est-ce que elles peuvent manipuler ces images 3D, les faire tourner, les voir sous un autre angle, les voir par-dessus, par-dessous, par derrière, etc. Et les réponses sont assez intéressantes parce que vous avez à gauche les gens donc catalogués dyslexiques qui ont répondu en grande majorité qu'ils étaient très d'accord ou d'accord avec cette capacité de tourner des images en 3D. Donc, des gens qui sont fortement dyslexiques arrivent très facilement à visualiser en 3D et à manipuler l'image 3D. À l'inverse, si on regarde les images de droite, les gens qui ne sont pas du tout dyslexiques, qui sont de bons lecteurs, ils ont répondu en grande majorité, donc c'est les deux colonnes de droite, en gris et en bleu foncé, qu'ils n'étaient pas du tout d'accord avec cette affirmation, je peux faire visualiser en 3D, donc pas du tout d'accord ou pas d'accord. Donc il y a vraiment un lien très fort entre la capacité de voir en 3D et la dyslexie, ou l'incapacité de voir en 3D et la non-dyslexie. Alors pourquoi on dit ça? Eh bien parce que ça va influer sur la façon d'apprendre. Ça influe sur la façon d'apprendre parce que vous avez tous vu des enfants qui ont des petites fiches, qui relisent leurs fiches. Ils ont fait des fiches sur le cours et ils lisent, ils relisent. Ou des enfants qui ont stabiloté. Il y a des cours qui sont stabilotés de partout. Il y a du rouge, du vert, du bleu, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel sur le cours. Et puis ils lisent, et ils relisent, et ils relisent encore. Et puis juste avant l'interro, ils continuent à relire encore parce qu'il y a encore des petits trucs qu'ils ne savent pas. Et puis ils vont lire le théorème de Pythagore. Alors, le carré de l'hypoténuse dans un triangle, non. Alors, le rectangle du carré dans non, c'est pas ça. Alors, et puis, ils finissent par s'embrouiller complètement avec leur lecture et ils n'y arrivent pas. Okay, donc, c'est un facteur de stress supplémentaire. Ça, c'est pour des enfants qui sont sensibles au son, qui essayent avec le son de mémoriser, un peu comme on mémoriserait une pièce de théâtre. Mais voilà, la mémorisation ne se fait pas. Il y a des enfants qui arrivent, qui sont doués visuellement et qui arrivent à photographier la page. Donc, ils sont très doués pour retrouver le cours. Donc, par exemple, pour des questions de cours, ils vont être très bons parce qu'on va leur poser une question de cours et puis, dans leur tête, ils vont visualiser à quel endroit se trouve la réponse et réciter la réponse. Alors, c'est super aussi pour des questions de cours, mais quand il s'agit d'inventer, de répondre à un nouveau problème et tout ça, ça marche pas si bien que ça. Il y a certains enfants qui, en écoutant le cours, en le relisant deux, trois fois, arrivent super bien à tout comprendre. Et cela, on peut se demander comment ils font. Mais en fait, c'est probablement des enfants qui pensent assez fortement en images et qui, par je ne sais quel moyen, peut-être par hasard, par des expériences eux-mêmes, faites avec eux-mêmes, ou peut-être par un proche ou un enseignant ou un parent qui leur a dit une petite phrase qui les a titillés. Et du coup, ils ont compris que avec le texte, il fallait faire une image. Et ben, c'est ce qu'on va essayer de faire, enfin c'est ce qu'on va faire avec les autres. Euh,
Il y en a d'autres, en fait, voilà, qui trouvent pas du tout, qui n'ont pas qui savent pas comment faire et ceux-là, soit ils sont dyslexiques, dyscalculiques, etc. Alors, je voudrais attirer votre attention sur ce que j'appelle le faux bon lecteur. C'est un enfant, et souvent ça se voit avec des enfants jeunes, mais après ça donne d'autres difficultés. L'enfant va être capable de lire le texte. Donc, il va lire, il va prononcer les mots, s'arrêter au point, ou virgule, faire tout ce qu'il faut. Donc, il est félicité. Bravo, tu sais lire, c'est super, tu as vite appris, tu es doué, etc. Et en fait, si personne ne pense à lui demander ce qu'il a compris, et il se peut que l'enfant n'ait rien compris du tout. Et donc, c'est pour ça que j'appelle ça le faux bon lecteur. Il donne l'illusion d'être un bon lecteur, il donne l'illusion de ne pas avoir de problème, d'être doué. Et en fait, c'est un enfant qui court vers la catastrophe parce que petit à petit, on ne demande pas seulement aux enfants de lire, mais on leur demande de faire du sens avec le texte. Et si c'est d'autant plus, comment dire, pénible ou traumatisant que l'enfant est félicité pour quelque chose qu'il fait mal, que personne ne sait qu'il fait mal, et du coup, il va se retrouver à un moment donné face à un mur d'incompréhension, et ça va être d'autant plus difficile pour lui. J'ai envie de vous raconter deux histoires qui datent de quand je faisais mes études. Deux histoires presque opposées. Il y avait dans ma classe un gars qui avait l'air super brillant. Le gars, le prof de maths, commençait un énoncé et il n'avait pas le temps de finir l'énoncé que l'élève en question, il terminait l'énoncé, il faisait la démonstration, il arrivait au bout, super à l'aise, vachement doué et tout ça. Et on était tous ébahis devant ce gars qui arrivait à faire aussi bien ce truc, alors que nous, on galérait un peu pour le faire, quoi. Il s'est trouvé que ce gars, en fait, il avait une excellente mémoire photographique. Et donc, il avait lu tous les bouquins de maths avec tous les exercices qui existaient, tout ce qu'il avait pu trouver. Et donc, avec le début d'un énoncé, il était capable dans sa tête de retrouver la suite de l'énoncé, la démonstration. Et en fait, ce qu'il faisait, c'est de la recopie, quoi, finalement. Et le gros problème de ça, c'est que quand il y a eu besoin, quand il a dû résoudre des nouveaux problèmes, bah, c'était quelque chose qu'il n'avait jamais vu. Et donc, il était incapable de le faire. Donc, c'est un peu un faux bon lecteur aussi, celui-là. Et à l'inverse, il y avait un gars qui était toujours au fond de la classe, les bras croisés, sans cahier, sans rien du tout. Je l'ai jamais vu prendre une note. Et franchement, je me disais à cette époque-là, bon, c'est un petit peu je vais pas dire le mot, mais quelqu'un qui se fout de tout. On se demande pourquoi il est là. Et en fait, c'était probablement un des meilleurs de nous tous. Pourquoi? À l'époque, je comprenais pas, mais depuis que j'ai fait du Davis, c'est beaucoup plus clair. Il est certain que ce gars-là, il fabriquait dans sa tête sa propre expérience. C'est-à-dire qu'avec les mots que prononçait le prof et les mots qu'il écrivait au tableau, il se fabriquait son expérience de la notion en question. Et donc, comme il l'avait vécu, eh ben, en fait, il pouvait l'exprimer et le ressortir autant de fois qu'il voulait. Et c'est cette façon de faire qui fonctionne très bien avec des penseurs en images et que Ron Davis a découvert et que l'on met en avant dans la méthode Davis et dans la méthode du pourquoi tyrannosaure, mais pas si. Alors, comment on peut faire pour maîtriser. Toc, je ne sais pas comment arrêter la vidéo, c'est pas grave, on va y arriver. Désolé, c'est un problème de. Comment on fait pour qu'un penseur en images puisse maîtriser? Eh bien, simplement, on lui donne des images. Alors, c'est une vieille vidéo que j'ai faite il y a un bout de temps, mais qui est toujours d'actualité, qui concerne le fameux théorème de Pythagore. Il y a beaucoup d'enfants qui disent ah, Pythagore, non, je ne veux pas en entendre parler, c'est trop compliqué, etc. Alors, c'est simplement pour illustrer, mettre en image un texte, parce que si on prend le théorème au sens propre, c'est un texte, c'est des mots qui se suivent et qui ne sont pas forcément faciles. Donc là, j'ai illustré le fait qu'on prend une des dimensions du triangle, on en fabrique un carré, on prend la deuxième dimension, on fabrique un carré avec cette même longueur. Comme la première dimension à droite, elle fait 3, ben ça fait un carré de 3 sur 3. La dimension du bas, elle fait 4 de côté, donc ça fait un carré de 4 sur 4. Et celle qui est en diagonale, ça fait un carré de 5 sur 5.
Et puis, on va s'amuser à remplir avec des boules pour compter, savoir quelle est la surface de ce carré. Donc, comme il y a 3 boules de chaque côté, dans chaque dimension, ça fait 9 boules en tout. Et puis, dans le carré qui est en bas, qui est rempli avec des boules bleues, et ben, comme il y a 4 boules, 4 rangées de 4 boules, ça fait 16 boules en tout. Jusque-là, c'est facile. Ben, ce que nous dit le théorème de Pythagore, c'est exactement ce qui est en train de se passer sur l'écran. C'est que si on prend les boules vertes et les boules bleues, et ben ça remplit exactement le carré qui reste. C'est pas plus que ça. Enfin, c'est un peu plus, mais dans sa signification, ce que ça veut dire, c'est ça, quoi. Et c'est quand même beaucoup plus facile, surtout pour un penseur en image, de le visualiser comme ça ou autrement. Il y a d'autres, si on regarde sur YouTube, on voit plein de vidéos de ce même style sur le théorème de Pythagore. Donc, je le mettrai en lien sous la vidéo pour aller plus loin. Là, c'est l'explication du théorème, du texte du théorème. Dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. C'est pour faire le lien entre le texte du théorème de Pythagore et puis sa signification, ce qu'il veut dire exactement. Alors, un autre exemple, si vous voulez bien. Donc, toujours dans l'idée de maîtriser, c'est-à-dire de donner une image à partir d'un texte. Parce que dans les livres, dans les dictionnaires, dans les encyclopédies, etc., ce que l'on a habituellement, c'est du texte. Il faut le traduire à un moment donné pour que le penseur en image puisse se fabriquer une image. J'ai trouvé dans le dictionnaire Le Robert la définition d'un atome, particule d'un élément chimique qui forme la plus petite quantité susceptible de se combiner. Wow, c'est un peu abstrait comme truc. Alors c'est très intéressant, bien sûr, c'est très intéressant à condition de savoir déjà ce que c'est qu'un atome. On tourne un petit peu en rond. Ben, c'est peut-être plus simple, quelque part, de fabriquer entre guillemets, un atome pour expliquer, montrer, avoir une image de ce que c'est qu'un atome. Un enfant, un élève qui fait ça, il n'aura plus jamais besoin de se demander, ah oui, atome, qu'est-ce que c'est ce truc? C'est une petite particule, je ne sais plus, un truc comme ça. C'est pour ça qu'on fait des modèles. C'est pour ça qu'on fabrique des images à partir du texte. C'est pour que le penseur en image, l'élève qui a des difficultés scolaires, qui a du mal à comprendre, puisse arriver à son examen, à son évaluation, en sachant exactement la signification de chaque mot. S'il a une évaluation sur les atomes, eh ben, il a déjà l'image de l'atome. Alors, ça ne suffit pas, bien sûr, il faut aller beaucoup plus loin, mais chaque notion élémentaire devrait être maîtrisée sous une forme qui donne une image, qui donne une expérience de la notion, de ce que c'est que la notion. Allez, un petit dernier exercice. On va passer à la grammaire pour changer un petit peu. On a fait des maths, on a fait de la science, maintenant on va faire un peu de grammaire. J'ai pris une règle de grammaire au hasard. L'adjectif s'accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. Vous avez peut-être déjà eu des difficultés avec un enfant qui dit wow, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, pareil, si on met en image la signification de cette règle, il y a une quinzaine de mots dans la règle, ça devient beaucoup plus simple. Imaginons, j'ai envie d'écrire les fleurs bleues dans une phrase, peu importe. Donc, je vais écrire, OK, il y a fleurs, il y a bleu. Comment s'accorde la règle? Eh bien, fleur, c'est du féminin. Okay, donc à bleu, puisque le bleu, c'est l'adjectif, donc il faut déjà savoir ce que c'est qu'un adjectif, il faut savoir ce que c'est que le nom. Le nom, c'est fleur, l'adjectif, c'est bleu. Il faut savoir ce que c'est que accorder. Donc accorder, ça veut dire les mettre ensemble. Donc à bleu, je vais mettre un E. OK, facile. Fleurs, bah, j'en ai plusieurs. Je voulais parler de les fleurs bleues. Donc comme j'en ai plusieurs, c'est du pluriel. Donc là aussi, il faut savoir ce que c'est que la notion de nombre qui s'applique à la grammaire, parce que ce n'est pas la même que la notion de nombre qui s'applique aux maths. Donc, le mot nombre a plusieurs significations. Le nombre en grammaire, c'est singulier ou pluriel. Ici, c'est un pluriel, donc on met un S. Okay. Ce qui fait qu'on a notre règle, on peut illustrer la règle en mettant que l'adjectif qui est donc bleu s'accorde en genre donc féminin et en nombre donc pluriel avec le nom auquel il se rapporte, c'est-à-dire fleur.
Voilà une illustration de l'adjectif. Et un enfant qui fait cette règle en pâte à modeler ne se trompe pas en écrivant les textes. Alors, il faudrait surtout pas penser que juste faire ça, ça suffit. D'accord? C'est pas tout à fait aussi simple que ça. Ça a l'air un peu simpliste quand je le raconte ici, mais il y a un certain nombre de prérequis. Cette règle-là, pour la petite histoire, je l'ai faite avec un stagiaire une fois qui, voilà, c'est tout son objectif. Il voulait comprendre cette règle. Il n'avait jamais compris. Il voulait aller un peu plus loin dans cette règle. Et on l'a fait. Alors, comme chaque mot posait problème, adjectif posait problème, accord posait problème, genre, nombre, etc. En fait, tous les mots de la règle lui posaient un problème. Donc, on a passé l'après-midi, on a passé 3 heures à faire tous les mots. On a fait genre, on a fait masculin, on a fait féminin, on a fait nombre, on a fait singulier, on a fait pluriel, etc. Et à la fin de l'après-midi, il a fait de lui-même la règle avec quelque chose qui était similaire à l'image qu'on a en bas. Et voilà, c'est tout. Comparé au temps et au nombre d'erreurs qu'il avait déjà fait dans sa vie, parce qu'à chaque fois, quasiment, il se trompait, puisque la règle ne voulait rien dire pour lui, donc il mettait un peu au hasard selon l'air du temps. Bah, finalement, passer 3 heures pour une règle qui est inscrite définitivement dans la tête, c'est pas tant que ça. Alors, il nous reste encore quelques points qui peuvent être importants. C'est que il arrive parfois que des élèves connaissent parfaitement une chose et pour autant n'arrivent pas lors de l'évaluation comment dire, à se débrouiller et stressent quand même. Une des choses qui peut être importante, c'est que l'école, le lycée, le collège, l'établissement scolaire peut être associé dans la tête de l'élève à stress, à difficulté, à tout un tas d'émotions négatives. C'est ce qu'on appelle un ancrage. D'accord? Je pense à l'évaluation, ah, ça me fait peur, j'ai un problème. Euh, il y a un moyen très simple de se préparer à ça, c'est que quand l'élève va réviser ses leçons, va apprendre, faire les exercices, etc., c'est de se projeter dans le futur, on appelle ça un pont vers le futur, se projeter pour se voir en classe pendant l'évaluation pour faire la chose. Du coup, ça casse cet ancrage négatif qu'il a fait. Et finalement, quand il se retrouve à faire son évaluation, eh ben, ça se passe aussi bien qu'à la maison. Okay. Donc, c'est une façon de faire qui est très simple finalement et qui donne de bons résultats combinés avec le reste. Okay. Une autre chose qui marche bien aussi, c'est ce qu'on appelle la visualisation. Ça marche un peu plus pour l'oral, quand on a un examen oral à passer. C'est de s'imaginer en face de l'examinateur pour, euh, pour répondre à l'examinateur et puis savoir comment se sentir. Et du coup, on peut le faire et le refaire et le refaire plusieurs fois. Et vous savez que quand on fait les choses plusieurs fois, eh ben, au bout d'un moment, ça devient usuel, ça devient banal. Okay. Et quand on a fait, même si c'est virtuel, quand on a fait plusieurs fois son examen, eh ben, finalement, quand on arrive dans le vrai examen avec le vrai examinateur en face, ouais, ça fait qu'une fois de plus et c'est pas aussi dramatique que si c'était la première fois. Donc c'est tout bête à faire aussi et ça donne aussi de très bons résultats. Et il y a un dernier petit point que je n'ai pas marqué ici, mais qui est important aussi, c'est beaucoup d'élèves hésitent, ont du mal à expliquer à l'enseignant quelque chose que l'enseignant connaît 100 fois mieux que lui. Parce que voilà, c'est l'enseignant qui lui a expliqué, je sais pas, la règle de grammaire par exemple, ou ce que c'est qu'un atome. Pourquoi, franchement, l'enfant irait expliquer à l'enseignant ce que c'est qu'un atome alors que l'enseignant le connaît beaucoup mieux? C'est un peu bizarre quelque part. Et les enfants, les élèves, ont besoin de comprendre, ont besoin qu'on leur dise explicitement qu'il faut donner à l'enseignant. C'est ce que l'enseignant attend, quoi. Hein, l'enseignant attend qu'on lui explique comme s'il connaissait rien. Et une fois que l'enfant a compris ça, ça se passe généralement beaucoup mieux. Moi, dans mes stages, je demande souvent aux enfants, je fais le naïf, je dis aux stagiaires que j'ai en face de moi, bah, écoute, j'ai rien compris, il va falloir que tu m'expliques. Okay. Et en faisant ça, l'enfant prend la posture de l'enseignant, prend la place de l'enseignant,
Et là, il y a deux possibilités. Soit il connaît parfaitement et du coup, ça le valorise parce qu'il a pu expliquer la notion en question. Soit on se rend compte qu'il y a des petites choses qui ne sont pas justes ou pas totalement comprises et ça donne des pistes pour aller plus loin et pour comprendre mieux. En conclusion, pour des penseurs en images, des enfants qui ont du mal avec les apprentissages, à faire du sens avec les mots qui sont dans les cours, nourrissez-les avec des images, donnez-leur des images, donnez-leur des expériences pour qu'ils puissent fabriquer leur propre expérience et puis du coup arriver à mieux se débrouiller lors des évaluations. Parce que si ils connaissent parfaitement le sujet qui va être traité lors de l'évaluation, il n'y a plus de raison de stresser. Peut-être un peu de stress pour savoir qu'est-ce qui va effectivement se passer, mais le gros stress de l'inconnu, de l'imprévisibilité, de la nouveauté, etc., le gros stress disparaît. Il n'y a plus de raison de stresser. Alors, un petit tour très rapide pour ce que l'on peut faire avec les programmes Davis. Donc, on peut corriger la dyslexie, le programme de correction de la dyslexie Davis. Programme de correction de dyscalculie. Donc, dyscalculie, c'est les difficultés avec les nombres, avec les chiffres, avec les opérations, plus, moins, etc. Correction des troubles de l'attention et des troubles du comportement. Davis propose aussi une approche de l'autisme qui est originale et qui donne d'excellents résultats. Et enfin, pour vous proposer ici un sujet qui s'appelle les pierres du guet et qui est une approche pour des enfants qui ont un peu du mal à comprendre le monde dans lequel ils vivent. Et donc, par une série d'expériences et de mise en situation, l'enfant arrive à comprendre les interactions entre les uns et les autres et ce qui se passe autour de lui. Et du coup, comme il comprend, il est capable d'agir, euh, d'aller plus loin. L'aide que le tyrannosaure peut vous apporter, donc je vous ai dit au départ que le programme s'appelait Pourquoi tyrannosaure mais pas si, il va être temps de l'expliquer. La personne qui est là, c'est Richard Whitehead, c'est l'inventeur, le créateur de cette méthode. Et il y a une bonne quinzaine d'années, il a reçu une maman qui lui a dit, mais je comprends pas, mon enfant arrive à lire des mots compliqués comme tyrannosaure, qui a quand même une dizaine, une douzaine de lettres, et il n'arrive pas à lire des mots simples comme si. Donc, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Et donc, la réponse, vous en avez une grande partie dans le webinaire que vous venez de suivre. La réponse, c'est que derrière le mot tyrannosaure, il y a une image, il y a un objet, un animal, et derrière le mot si, il n'y en a pas. Donc, l'idée de ce programme, des programmes Davis et des programmes du tyrannosaure, c'est de donner, de fabriquer des images sur, en particulier, les mots qui n'ont pas d'image. Le tyrannosaure peut vous aider de trois façons différentes. Il y a des lettres gratuites, donc soit pour les enseignants, soit pour les parents. Donc, il y a une quinzaine de lettres, 15 lettres qui, petit à petit, tous les 2-3 jours, si vous vous abonnez, vous allez recevoir des lettres régulièrement pour vous donner des indications, vous proposer certains exercices, certaines pistes de réflexion sur tel ou tel sujet lié avec l'enfant qui a des difficultés scolaires. Donc, ces lettres sont gratuites, sans engagement. Vous pouvez vous désinscrire à tout moment et il n'y a pas de spam. Il y a le livre de Richard qui s'appelle Pourquoi Tyrannosaure mais pas si, donc du même nom que la méthode, qui vous permet d'aller plus loin dans la compréhension de ce qui se passe. Et enfin, il y a une série de 6 sessions hebdomadaires à raison de 2 heures par semaine qui sont destinées à un travail en groupe, donc dans lequel on va aborder chaque semaine une difficulté et surtout comment faire pour passer cette difficulté. La prochaine session commence le jeudi 10 novembre. Vous avez encore le temps de vous inscrire. Je vais donner dans la description, dans le replay, les indications, les liens pour vous connecter. Si vous vous connectez avant, dans les 24 heures qui vont suivre ce webinaire, vous aurez 30% de réduction avec le code WEB, W-E-B, WEB pour avoir la réduction. Je mettrai le lien sous le replay.
Vous pouvez me contacter sur, avoir des informations sur le site pourquoi-tyrannosaure-mais-pas-si.com, pourquoi-tyrannosaure-mais-pas-si.com ou sur mon site infodyslexie.org. Voilà, nous allons terminer ici ce webinaire. Si vous avez des questions, je reste connecté. Je vais maintenant juste arrêter l'enregistrement et puis je vous dis à très bientôt.